Passer par Sigeris ait la possibilité demain de ne pas se limiter dans leurs ordinateurs, de pouvoir regarder autour d'eux et de dire je suis capable d'apporter une solution pratique pour résoudre un problème concret dans les domaines qui nous entourent, comme la pisciculture, comme l'agriculture, qui sont les deux thèmes de ce challenge. C'est pour cela que vous avez remarqué l'inscription était libre et gratuite. Les gens, il y a beaucoup qui m'ont demandé avec ces trucs, c'est libre et gratuit comment? Comment est-ce qu'on organise une compétition, on prime les gens et c'est job? Ils ne comprenaient pas. Parce que c'est l'objectif chez nous, c'est notre façon de participer. Parce qu'on ne peut pas dire que tous les jours on veut que les choses changent. Mais comment on fait pour que les choses changent si nous-mêmes, on ne donne pas un peu de nous en disant que oui, j'organise, je fais comme ça là. Si demain, au sortie d'ici, même une seule personne décide de se réorienter professionnellement dans le domaine de l'IoT, une seule personne décide que non, ce qu'il a appris là lui permet demain même, je sais pas, de monter sa propre petite structure et de dire que désormais moi je vais fabriquer juste des lampes connectées et commercialisées, ou bien je vais fabriquer des dispositifs pour les fermetures automatiques des portes et commercialiser. Ce serait bien, non? Ce serait quelque chose, ce serait un pas. Ce serait un pas qui pourrait impacter notre communauté. C'est pour ça qu'on a choisi l'agriculture et l'élevage. On a dit que bon, sortons un peu de notre domaine d'informatique là. Comment est-ce qu'on peut aider autour de nous? Et il n'y a que ces deux domaines-là. Quand je regarde par exemple, on ne peut pas faire un pas sans trouver un champ, on ne peut pas faire 2 km sans trouver un étang piscicole ou bien même à domicile et tout. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cela. Et donc M. Pépin est là pour nous parler de pisciculture dans un but d'éveil. Et ensuite, quand il va nous expliquer ça, vous aurez la possibilité de poser les questions sur comment ça se passe. Et éventuellement, plus tard, de vous intéresser même au domaine. Et en appliquant votre informatique dans cette pisciculture-là, de faire changer les choses. Donc, nous allons accueillir M. Pépin par vos applaudissements, encourageant-le. L'a dit, moi c'est Pépin, Pépin m'évoque ta gueule. Je suis ingénieur en pisciculture et j'ai fait dans cette profession, je suis sorti de l'école en 2018 et j'ai créé ma propre ferme de production d'élevage et de poissons de table. Tout d'abord, c'est quoi la pisciculture? La pisciculture, c'est simplement l'élevage des poissons. Ce que je fais actuellement, c'est beaucoup plus l'élevage des poissons en milieu d'eau douce. L'eau douce, c'est simplement l'eau non salée, l'eau comme l'eau de nos rivières. Pour parler de la pisciculture se résume généralement en 3 grands points. Le lieu où on va installer sa ferme, le milieu de vie du poisson, c'est-à-dire l'eau, et les moyens techniques mis à la disposition pour l'élevage du poisson. Le milieu où on veut installer sa ferme, c'est quoi? C'est toute surface où vous voulez installer votre ferme. Ne voyez pas la ferme du poisson comme un truc classique ou comme les poulets et autres. La pisciculture s'adapte aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit au milieu urbain, vous savez, il y a vu les cuves de 1000 litres, non? Blanc là, on élève les poissons dedans. Ou alors, si vous descendez, vous allez quelque part ici en bas, vous allez voir, il y a des étangs là-bas, c'est-à-dire on a creusé du sol, on a mis de l'eau, et on élève aussi les poissons là-bas. Donc aujourd'hui, la pisciculture s'adapte à tous les milieux. Que ce soit en milieu urbain, comme ici, vous pouvez être là, vous avez un petit coin de votre endroit, vous avez mis votre bac à poisson. Vous l'élevez. La seule condition, c'est le milieu dans lequel votre poisson doit évoluer, l'eau. C'est la seule chose dont vous devez penser, qui doit vous intéresser lorsque vous pensez élevage de poissons, lorsque vous pensez pisciculture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on résume la pisciculture à l'élevage des poissons, mais la pisciculture ne se limite pas qu'à ça. Il y a aussi l'élevage d'autres espèces, les crabes, les crevettes, tout ce qui est en tout cela. Ça s'étend même jusqu'aux escargots, parce que quand on parle, généralement, on parle de milieu d'élevage en zone humide, n'est-ce pas? Ça inclut aussi justement ces autres espèces-là. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du poisson. Quand on élève de façon très simple 5 types de poissons. Le silure, qu'on appelle le poisson-chat, on le trouve dans nos rivières partout. Le tilapia, il est un peu gris, il est caractérisé par, vous allez généralement voir des bandes sombres sur le poisson, les bandes verticales sur son corps ici. Il est différent de la carpe. La carpe a un aspect doré, avec généralement des écailles plus larges. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire concernant l'élevage du poisson. Pensez à son eau.
L'eau du poisson, c'est là où, si nous respirons de l'air, le poisson respire de l'air dans l'eau. De l'oxygène dissous dans l'eau. Oui. Donc, quand vous pensez élevage du poisson, pensez prioritairement à l'eau. Quelle est ma source d'eau? Est-ce qu'elle est permanente? Parce que si votre source d'eau est tarissable, vous aurez des problèmes. Généralement, on renouvelle l'eau des poissons en milieu urbain, dans les bacs, comme on dit, les cubitaires, ou alors on voit des gens qui font le temps, ils nous font des poches étanches où on peut mettre de l'eau dedans, aménager les évacuations et l'arrivée de l'eau pour élever nos poissons. Donc, pensez à l'eau, c'est l'eau l'essentiel. Le reste, on peut adapter votre bac. Si vous voulez même un bac, peu importe la forme, on peut venir, on l'adapte à l'endroit où vous voulez poser votre bac. Donc, c'est pas l'eau. Ce n'est plus comme dans l'élevage des poulets ou des autres, on dit qu'il faut être en zone périurbaine et tout cela parce que ça peut gêner pour la pisciculture. En plein milieu urbain, on élève. Il y a plusieurs pisciculteurs ici qui élèvent chez eux leurs poissons. Donc, il n'y a pas cette contrainte-là. Peu importe la taille aussi. Vous n'avez pas besoin de dire, vous pouvez me dire oui, c'est juste un élevage domestique. Non. Même un élevage intensif peut se faire en pleine zone urbaine. Et c'est même plus évident. Pourquoi? Parce que vous êtes directement proche du consommateur. Au lieu de transporter, vous connaissez les tracasseries à la route. Si vous avez résolu la question de l'eau, il y a dans l'eau, et c'est pourquoi je suis très fier d'être au milieu de vous, l'informatique, c'est la science qui révolutionne tout. Il n'y a aucun système productif au monde qui peut être vraiment performant si il n'y a pas l'intervention de l'informatique. Aucun. Je vous assure. Même moi-même déjà, je suis producteur d'alevin. Je connais il y a un certain niveau. Si pour exemple, pour être aujourd'hui, je suis sorti de chez moi. L'élevage d'alevin, par exemple, c'est un truc qui est contraignant. Si je reste et que j'ai un problème dans un éleveur parc et qu'il n'y a personne à côté, ou moi je ne suis pas là pour constater, ça va mourir en 1 heure de temps. Parce que toute la bande peut mourir. Or, si avec vos systèmes informatiques, vous m'avez programmé un truc de sorte que rien qu'en regardant mon téléphone, je peux voir un voyant et me dire hey, qu'est-ce qui ne va pas, et contacter pour qu'on intervienne rapidement. Vous voyez comme ce que ça peut me limiter. Oui. Donc, votre champ d'action est réellement salvateur pour nous, les producteurs. Les producteurs à la base. Non. Maintenant, il y a le deuxième point le plus important, c'est l'aliment du poisson. L'aliment du poisson, autant il va vous permettre de faire grandir vos poissons, autant il peut être le poisson. Oui, le poisson évolue dans l'eau. Quand vous mettez quelque chose dans l'eau comme l'aliment, ça fait varier les paramètres. Et en pisciculture, nous avons des paramètres comme température, pH, nitrate, nitrite. En fait, il y a tout un tas de paramètres et c'est là où votre intervention également peut nous aider. Dans la mesure permanente de ces paramètres-là, quand ça varie, ça nous signale et on sait comment agir. On agit. Et voilà donc comment vous pouvez nous aider. L'aliment, non. Même au niveau de la qualité de l'aliment, si je peux être sûr, il peut y avoir quelque chose qui me fait savoir. On achète généralement des aliments. Vous voyez les programmeries partout, non? C'est vrai que c'est un peu comme ça avec les poissons. Les poissons, des programmeries spécialisées. Mais souvent, nous, à l'œil, on ne peut pas savoir si notre aliment qu'on achète là, même si c'est bien emballé, c'est vraiment de bonne qualité. Donc, si vous avez aussi des moyens de nous permettre d'évaluer la qualité là avant de donner à nos poissons, c'est un plus. Je connais quelqu'un qui a fabriqué des aliments, il a stocké. Bien fermé, bien scellé, mais un jour il a ouvert, il a donné à ses poissons, ils sont oui. Parce que quand l'aliment entre dans l'eau, s'il n'est pas consommé par le poisson, il va forcément détériorer la qualité de l'eau. Dès que la qualité de l'eau est détériorée, le poisson est dans le problème. Le poisson, généralement, c'est un animal qui n'a pas trop besoin des antibiotiques, des vaccins et autres comme les autres animaux. La seule chose que vous devez vous assurer en permanence avec le poisson, c'est son eau. Si l'eau est de bonne qualité, le poisson se portera mieux. Même s'il y a un germe parasite qui est là, vous n'avez pas besoin de mettre forcément des antibiotiques ou quoi que ce soit pour tuer ce germe. Si le poisson n'est pas stressé, si son eau est de bonne qualité, même s'il y a un germe là, le germe ne va pas vraiment attaquer le poisson. Son système immunitaire fait que, naturellement, il est capable de se protéger face à ça. Mais dès lors que son eau n'est pas bonne, ça le stresse et son système immunitaire commence à ne plus bien répondre. Et là, les parasites qui sont dans l'eau l'attaquent et lui meurent. Voilà. Donc, s'il faut donc me résumer, il faut l'eau, il faut le milieu. Dès que vous avez l'espace, vous pouvez installer un espace sécurisé parce que le vôtre, on se connaît. Un espace sécurisé, l'eau et une bonne qualité d'aliments. Donc, généralement, si je veux prendre un cas pratique, moi, dans mes bassins, je nourris mes poissons en moyenne 3 fois par jour. Généralement, comme nous sommes à l'ouest, le poisson, c'est aussi un animal qui grandit en fonction de la température. Plus il fait froid, moins il grandit. Moins il mange également. S'il ne mange pas, il ne va pas grandir, n'est-ce pas? Ensuite, quand je veux nourrir mon poisson, par exemple, 3 fois par jour, je m'arrange généralement pour optimiser
à le nourrir dans les périodes les plus chaudes de la journée. Et si c'est le civil, par exemple, c'est un poisson qui est très actif la nuit, il veut aussi marcher de façon à le nourrir un peu la nuit. Parce que de cette façon, sa biologie fait qu'il va mieux rentabiliser l'aliment que je donne en termes de performance de croissance. Donc, si vous avez aussi des, comme vous êtes là, si vous êtes capable aussi de nous faire des tests, que nous puissions rester là sans toutefois chaque fois avoir au point un thermomètre, si on peut y rester, à quel moment de la journée il fait chaud, il fait froid, alors il fait froid, il ne nourrit pas. Il y a des applications comme ça que certains éleveurs de couleurs ont développées. Donc, ça donne un peu les grandes lignes aux amateurs de l'élevage. Si ça n'existait pas encore en pisciculture. De la sorte qu'un amateur puisse se lever et se dire, bon, à quel moment, par exemple, je ne suis pas forcément obligé d'appeler un technicien ou un ingénieur pour me dire à quel moment, si j'ai ces petits trucs qui me donnent ces petits canevas-là, de la sorte que je regarde seulement mon application, mon téléphone, par exemple, et dit, oui, parce qu'il fait un peu plus chaud à ce moment de la journée. Vous voyez que ça l'aide, n'est-ce pas? Ça, je vous ai dit que l'informatique, c'est vraiment un plus pour un producteur. Donc, je nourris 3 fois par jour et voilà donc certains critères qui me permettent de nourrir un peu plus mon poisson. Si c'est le tilapia par exemple, je ne vais jamais le nourrir la nuit parce qu'il a une activité diurne, c'est-à-dire c'est la journée. Vous voyez. Donc, avec le tilapia, je vais me concentrer beaucoup plus sur les taux d'oxygène dissous et sur le pH, les nitrites. Ce sont les 3 grands paramètres qui sont susceptibles de nuire au tilapia et de le tuer. Vous voyez également que si avec vous, nous avons des applications qui peuvent nous permettre de contrôler en temps réel cela, on pourra échapper à ça. Maintenant vient l'eau. Je ne renouvelle l'eau de mes bacs de pisciculture tous les jours. Je vous ai dit, pour éviter les problèmes de pathologie, éviter que mon poisson soit malade, je dois veiller sur l'eau. Je renouvelle mon eau tous les jours. Et la Liban, j'essaye de m'assurer juste que les factures, ce qu'on me donne là, les dates de péremption sont réelles. On connaît au Cameroun, non? C'est que parfois son stock peut être périmé. Il change même de ça, mais il change l'étiquette là. Tu te dis que c'est du bon. Mais voilà de façon simple ce que je m'assure de faire. C'est vrai, vous allez me dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi formuler les aliments pour poissons? Si, ça se fait. Mais ça demande une logistique que toi qui viens de débuter dans un élevage, tu ne peux pas faire. C'est pas comme l'élevage où tu peux acheter les ingrédients, tu mélanges et tu donnes au poisson. Non, le milieu, l'eau est un milieu aqueux. C'est-à-dire que tout ce que tu mets dans l'eau commence directement à interagir avec l'eau. Il faudrait donc justement des machines, il y a des machines que nous appelons les granuleuses, les extrudeuses, qui granulent les commandes du poisson, l'aliment du poisson vient sous forme de granules, c'est un peu comme des croquettes là. Cette machine-là, sous cet état, l'aliment poisson ne réagit pas rapidement dans l'eau et ça permet que le poisson le ramasse. Vous voyez, on mélange les éléments les plus nutritifs et les plus chers dans la formulation de tout type d'aliments de l'élevage. Ce sont des oligo-éléments. Ce sont des choses qui se dissolvent rapidement dans l'eau. Si vous donnez ça sous forme de poudre, ils vont manger seulement les trucs comme le maïs, le blé. Et si il y a quelqu'un qui connaît un peu ce que c'est que les quelques principes de la nutrition, ça sont juste des sources d'énergie. Vous voyez. Or, ça ne va pas vraiment l'aider dans la croissance. Donc, il faut granuler pour que, en granulant, c'est un peu plus stable. Le temps que ça ait interagi avec l'eau, le poisson consomme, et là, vous avez de meilleures performances de croissance. Donc, voilà ce qui contraint un peu. Bon, je ne sais pas si vous avez quelques questions ici. Oui. L'eau que vous remplacez chaque jour, vous effectuez un traitement particulier sur cette eau-là? Non. Moi, par exemple, j'ai une source d'eau permanente. Et c'est là où vous pouvez intervenir pour ceux qui... Ça me coûte. Il ne faudrait pas forcément. L'eau a un coût. L'eau a un coût. Il y a d'autres dans certains systèmes. On a parlé, si vous tapez sur le net, vous allez voir l'hydroponie. On associe, c'est la culture des plantes avec de l'eau. En aquaculture aussi, il y a un autre... C'est l'avenir de l'aquaculture, c'est ce qui est en train d'être fait. On prend l'eau. L'eau des poissons est extrêmement riche. Si vous faites la culture des maraîchers, au lieu d'acheter souvent trop d'engrais là, vous avez les bacs à poissons, videz ces eaux-là et arrosez vos plantes. Ils seront très riches en azote. Les plantes qui seront des mangeuses d'azote comme les légumes qui produisent les feuilles là, beaucoup plus vont aimer cela. L'azote et le phosphore. En fait, les NPK là, de l'eau de pisciculture est très riche en NPK. Très. Ça va vous aider. Donc, comme je le disais, moi, je vide juste. C'est une perte pour moi. Imaginez-vous, j'utilise en moyenne par jour 15 mètres cubes d'eau.
Oui. 15 000 litres. 15 000 litres. Oui, j'ai 5 bacs de 3 mètres cubes en fait. Pour l'élevage de poissons de table. Je ne parle pas de l'écologie, c'est encore une autre. Je parle juste de ma petite unité où je produis de poissons, comme ceux que j'ai sortis dans le bac, ceux que j'ai sortis là, il y a des échantillons de poissons là. On va faire la pratique, on va faire la démo. Oui. Ce sont des bacs de 3 mètres cubes. Imaginez-vous, je dois les vider. Si je suis capable seulement de filtrer et de ne faire maintenant désormais qu'un seul, je fais un renouvellement total. C'est-à-dire, je verse 15 mètres cubes et je recharge. Imaginez-vous un seul instant, je peux être capable de filtrer cette eau et de la remettre dans mon bassin. Et de ne vider peut-être qu'une seule fois par semaine. Vous voyez qu'en faisant 15 fois 7, 15 mètres cubes d'eau fois 7, et de cette fois-là, désormais, ça va me faire plutôt 15 mètres cubes tous les 7 jours, par exemple. Vous voyez l'économie que ça fait. Et pour le producteur qui produit et ne transforme pas déjà, ça peut être simple, mais quand on accumule sur 3 mois, on fait un peu, on a fait 15 fois 7. Vous voyez bien ce que ça donne. Ça fait beaucoup effectivement. Donc, voilà, oui. Et le processus d'échange de ça se fait comment? Vous avez besoin d'un autre bac pour transvaser? Non. Généralement, nous montons nos bacs de pisciculture de telle sorte que toute l'eau qu'on a introduite à l'intérieur, si un bac de pisciculture est bien fait, même si c'est un étang creusé, s'il est bien creusé, normalement, en principe, toute goutte d'eau qui tombe dans un étang creusé, ou toute goutte d'eau qui entre dans un bac de pisciculture bien fait, doit être capable de sortir. Pourquoi? Parce que si jamais vous arrivez à avoir des pathologies, la première réaction quand il y a un cas de pathologie, c'est d'abord d'éliminer toute l'eau et de renouveler. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous voyez que en éliminant, ça fait quoi? Ça diminue d'abord la charge bactérienne. En remettant maintenant l'autre, on commence avec les traitements, ce qui fait que on a d'abord, rien qu'avec l'opération de renouvellement de l'eau, on a éliminé beaucoup, on a échassé plusieurs microbes de notre milieu. Si on n'est pas capable de le faire, c'est un problème. Rien que ce problème. Ma question. Oui, je dis justement que c'est dans le même bac. Je vous ai dit que quand on ouvre à la vidange, je vous ai parlé des vidanges. Quand on ouvre, ça sort totalement. Et les poissons font comment? Les poissons sont capables de résister pendant quelques minutes sans eau. C'est ce que je voulais savoir. Parce que pour vider, il faudrait que les poissons. Parce que si vous retirez, c'est dans le fond, c'est un danger. Retirer un bassin, un poisson du bac où il est élevé pour un autre bac, même s'il est propre, c'est un facteur de stress pour lui. Il arrive de couvrir un nouveau milieu, c'est un problème. Le stress, je vous ai dit, le problème avec la pisciculture, c'est que quand vous stressez votre poisson, vous vous exposez aux maladies. Vous voyez? Donc c'est le même bac. C'est pourquoi je vous ai parlé du fait qu'on aménage le bac de telle sorte que toute goutte d'eau qui entre puisse être capable de totalement sortir. Les poissons sont là. Oui. Même jusqu'à là, le bac à un moment devient sale. C'est-à-dire ça devient vert, il faut nettoyer, il faut sortir. Ce n'est pas sale. Pour vous, vous avez l'impression que c'est sale, mais non, ce n'est pas sale. Il y a ce que nous appelons la microfaune. La microfaune, elle est bien, au contraire, l'allié du pisciculteur. La microfaune, là, c'est que vous dites, vous touchez souvent, c'est un peu gluant, non? Ouais. Ce sont des micro-organismes qui vous aident à purifier votre bassin en permanence, qui vous aident à établir une certaine forme d'équilibre en permanence dans votre bassin. Si vous nettoyez en permanence de ça, sachez donc que vous êtes. Si vous nettoyez en permanence, et même quand je parlais de charge bactérienne, dans le milieu, ne vous doutez pas, un milieu aseptisé, c'est-à-dire en absence de microbes, n'est généralement pas bon. Il y a ce que nous appelons dans notre jargon les microbes positifs et les microbes négatifs. Quand votre milieu est enrichi en microbes positifs, c'est un peu comme une loi de sélection naturelle, vous avez entendu parler, non? Plus les microbes positifs sont dans votre milieu, moins ils réduisent l'espace vital pour les microbes pathogènes. Donc si vous nettoyez ce que vous nettoyez là, et qu'un microbe pathogène tombe dedans, il va trouver le champ libre pour se développer. Donc là, on utilise ces microbes-là pour créer une sorte de compétition positive pour notre bac d'élevage. Vous voyez? J'aimerais savoir, donc, vous, vu que vous avez besoin que nous vous aide à automatiser beaucoup de choses, quelles sont donc les tâches manuelles que vous avez effectuées durant la journée après l'alimentation? Le renouvellement, c'est le journalier également. Généralement, en pisciculture, les deux grosses tâches, c'est ça. Renouveler l'eau, nourrir les poissons. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Renouveler l'eau, certains le font à 50-50%, ils viennent le matin, ils disent à 50%. Ça, c'est parce que peut-être leur réservoir ne leur permet pas de le faire totalement. Mais moi, je préfère le faire totalement. Et quand tu renouvelles 50%,
et que tu reviens faire le soir 50%, c'est vrai que tu améliores le milieu. Mais l'eau, c'est un milieu qui dilue en permanence. C'est pas comme si quand tu fais, ça reste sur. Voilà, effectivement. Donc, vous voyez. Voilà la tâche. Et il y a une autre tâche qui se fait généralement périodiquement toutes les 3 semaines, le tri et le calibrage. Tri et calibrage, ça veut dire quoi? Les poissons, comme tous les autres animaux, n'ont pas la même vitesse de croissance. Oui. Je peux mettre 10 poissons dans un seau. Au bout d'un mois, il y a un, quand vous arrivez, vous le regardez, vous vous demandez si réellement il a la même taille que les autres. Il est peut-être 2 à 3 fois plus. Et si c'est le silure, il est cannibale. Quand il va très vite grandir, il va se retourner et attaquer les petits, il les avaler. C'est une perte pour les livreurs. Donc il y a des tâches comme le renouvellement de l'eau, l'alimentation qui se font journalièrement. La prise des paramètres comme physico-chimiques, comme j'ai cité, les 3 majeurs, comme on le fait souvent, les nitrites, le pH, la température. Généralement, nous les prenons pas une fois par semaine. Et toutes les 3 semaines, nous faisons les tri et les calibrages. Donc voilà, de façon générale, les activités qu'on fait fréquemment en pisciculture. Mais c'est l'information que vous prenez toutes les semaines-là. Si vous pouvez les prendre de façon instantanée, ce serait bien. Non? Effectivement, c'est justement ce que je disais. Ça devient encore plus intéressant au moment où si j'ai installé un système de filtration, par exemple. Parce que si je filtre mon eau et que je le réutilise, si elle fait sortir l'eau et que je reviens pas au bon paramètre, je m'expose à un danger de ce danger. Or, si justement il y a des capteurs, il y a des sondes qui sont reliés avec des choses qui me permettent de rester là, même à distance, et de dire, ah tiens, il y a un problème qui va bientôt, c'est que si jamais quelque part. Ça va beaucoup m'aider, c'est économique pour moi. Et c'est justement pour ça que nous n'utilisons pas trop les systèmes de recyclage. On appelle le recyclage de l'eau. Nous ne les utilisons pas beaucoup. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes limités par le fait de contrôler les paramètres en permanence. 2, nous sommes limités par l'énergie, parce que ce sont des systèmes qui fonctionnent en permanence avec de l'énergie. Si on coupe de l'énergie, je vais vous prendre un cas qui m'est arrivé. Je vous ai parlé du tilapia de la carpe. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le silure, lui, il n'a pas besoin de système de filtration forcément pour évoluer. La carpe, par exemple, même si tu dois renouveler l'eau, comme tu dis, là, j'avais montré ce système de filtration. Vous allez voir que si vous regardez les vidéos de pisciculture partout au Canada, vous allez rarement voir certains qui vous élèvent les tilapia et les carpes en hors sol. Hors sol, c'est-à-dire dans les cultures, comme je vous ai dit là. Vous allez voir beaucoup plus le silure. Pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a un problème de qualité de l'eau. Le silure, lui, nous l'appelons un peu. Lui, il est très résistant. Il peut résister même à des niveaux toxiques. Ce n'est que quand ça atteint des seuils vraiment extrêmes là qu'il commence à mourir. Il a raison, à condition que sa peau demeure humide. Sa peau. Le silure a un poumon complémentaire qui lui permet de respirer l'air comme nous. Oui. À condition que sa peau demeure humide, il peut le faire. Oui, c'est vrai. Mais la carpe et le tilapia, c'est pas possible. Ce n'est que quelques minutes là. Donc, oui. Je voudrais savoir concernant la reproduction. Pourquoi, prenons le cas des cellules, pourquoi dans nos poches, dans nos packs là, ils ne se reproduisent pas vite comme dans ces temps même? Ils ne se reproduiront même pas en étant, même pas dans nos packs. C'est comme ça le silure. Le silure n'est pas comme le tilapia. Même la carpe ne le fera pas. Pour que la carpe se reproduise en étang, il faut que tu aménages l'étang là. On parle en ce moment de reproduction semi-artificielle. Les poissons sont très sensibles aux variations de l'environnement. Ce sont les stimuli environnementaux, donc les signes que l'environnement leur envoie, qui leur permettent de savoir à quel moment je vais me reproduire et dans quelles conditions. Et c'est généralement des phénomènes de migration. Prenons un exemple, si vous êtes dans les zones inondées, vous allez vous rendre compte que généralement, et c'est ce que certains pensent généralement, qu'après l'inondation, là, c'est l'eau qui est venue avec les petits poissons qu'on a vus là. Non, c'est faux. Si vous voulez attraper les gros poissons qui sont matures, vous êtes dans les zones inondables, attendez. Dès que l'eau là vient, pendant la saison de pluie, la sortie est installée, des filets bloqués. Vous allez bloquer les gros poissons. Les gros poissons que vous bloquez là, ce sont les poissons qui sont venus se reproduire, qui sont venus prendre. Parce que nous appelons ça des sites de frayeur. Ils ont besoin de substrat de pompe. Et je vais répondre à ta question pourquoi les cellules ne se répondent pas, ne se multiplient pas en étant comme le tilapia par exemple. Le tilapia, c'est une espèce qui se multiplie. Peu importe l'endroit où tu le mets, il va se multiplier. Si ce n'est pas les femelles que tu as réduit. La carpe et les cellules ne feront jamais ça. On est d'accord? Pourquoi? Le premier stimulus, c'est la montée des eaux lors des périodes de pluie. Si vous attrapez un poisson en saison sèche, même si vous voyez les œufs dans son ventre, ce ne sera pas des bons œufs.
Attrapez-le, on est en train d'arriver dans la zone de août, septembre, octobre. Cette zone-là. Juillet, fin juillet, août, septembre, octobre, c'est généralement la période où tous les poissons d'eau douce se reproduisent. Les poissons qui ne se reproduisent pas fréquemment comme le tilapia. C'est généralement les périodes. Le président des premiers, jusqu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore totalement pourquoi il ne sait pas. On ne voit pas tous les signes environnementaux qui poussent les cellules et la carpe à se reproduire. Jusqu'aujourd'hui. Mais par contre, on connaît déjà comment les reproduire en milieu parce qu'on stimule tout en milieu d'écloserie. Vous voyez? On ne voit pas quels sont tous ces signes. Il y a des gens qui ont mis même les cellules là, ils ont stimulé la montée des eaux, ils ont mis, je vous parlais des zones de feuillage, quand il y a inondation. Ils montrent, si vous êtes très attentif, quand ils vont venir là où il y a inondation, là, pour arriver au deuxième stimulé, les substrats de pente, les herbes qui sont plantées là, ou les jacinthes qui ont souvent les racines là. Si vous allez vers août, septembre, dans les zones où il y a les jacinthes, où il y a les poissons, vous sortez les jacinthes comme ça, vous allez voir que les poissons ont pondu sur les racines. Substrat de pente, ça c'est l'un des stimuli dans lequel, en étant, même si tu es introduit, il y a la bonté des eaux, deux, la saison. Il y a aussi trois, on dit que ça doit être souvent aussi à partir de cette montée des eaux, là, la variation des paramètres physico-chimiques de leur eau qui stimule aussi. Donc, de façon claire, on a répertorié ces trois grands critères. Mais on s'est rendu compte qu'à tous les coups, lorsqu'on essaye de faire pour qu'ils se reproduisent, ils ne se reproduisent pas forcément à 100% de temps. Ça va varier de 50 à 70%. Donc, il y a encore un dernier paramètre que la science peut évaluer. Oui. Monsieur, et dans votre cas, vous avez des phénomènes de reproduction dans nos bacs. Avec le tilapia, si tu mets mal les femelles, oui, mais avec le silure et la carpe, même si tu mets poids, tu ne le verras jamais. Donc, je voudrais savoir, avec les phénomènes de reproduction, la vidange se passe comment? Puisqu'il y a les œufs là. Non. La reproduction est totalement artificielle. Donc, c'est quand je veux reproduire des poissons, je les sélectionne en fonction de la maturité de leurs œufs. Et en fonction de la maturité des mâles aussi. Maintenant, je ne les laisse pas le faire. C'est moi qui fais toutes les opérations. Jusqu'à la production des larves et il continue de produire les œufs. Donc, comme je vous le disais, dès qu'il y aura une zone d'inondation, 2 à 3 jours, vous allez venir voir, il y a beaucoup de petits poissons. Ce n'est pas l'eau qui est venue avec, ils sont là où vous les avez trouvés. Et lors des prochaines crues, des prochaines inondations, quand les autres gros mâles viendront pour pondre là-bas, les petits qui ont éclos vont aller rentrer. C'est ce phénomène-là, c'est comme ça que la nature fonctionne. Dans son état naturel se reproduit, mais pas en étant pas dans les bacs hors sol, pas dans les milieux artificiels. Oui. S'il vous plaît, l'incubation des œufs, ça dure combien de temps? 24 heures. Oui. Oui, juste 24 heures. Bon, en fonction, ça varie en fonction de la température. Ça peut, à 28 degrés, ça va faire dans les 17 heures. Dans les 22 degrés, ça va même aller à plus de 30 heures. Mais l'optimum réel, l'optimum se situe entre 24 et 50 et ça fait 24 heures en ce moment. Vous disiez que vous changez l'eau dans les bacs chaque jour. Oui. Est-ce que si vous avez la maîtrise de certains paramètres, ça vous permettrait peut-être d'optimiser votre échange, peut-être faire un peu plus d'eau, faire un peu plus de canne avec l'eau pour les paramètres de l'eau chaque jour? Effectivement, moi quand je change l'eau de façon régulière, c'est parce que je n'ai justement pas un contrôle permanent sur la qualité de cette eau-là. Et dites-vous, le poisson vit dans l'eau. Quand vous mangez, vous lui donnez à manger. Si vous donnez trop, les restes d'aliments restent dans l'eau, ça pourrit. Après avoir mangé, tout être humain, après avoir mangé, c'est dans l'eau qu'il le fait. Et ça détériore l'eau. Donc, pour éviter cela, et comme je n'aime pas utiliser les produits phytosanitaires, antibiotiques et toute cette lâche dame-là, je me contente de renouveler mon nom en permanence. Et là, j'évite généralement. Est-ce qu'on peut reconnaître les paramètres qu'il faut suivre? Je vous ai cité de façon générale les 4 grammes, la température, le pH, les nitrates et les nitrites. Voilà les 4 grammes qu'il faut toujours contrôler. Il y en a plusieurs, mais ceux qui ont un impact direct, rapide sur la santé du poisson, ce sont les 4 grammes. La température, oui, ça va influencer la croissance beaucoup plus et la prise alimentaire. Je vous ai dit que généralement les poissons en bas de 20 degrés ne mangent plus. L'un des avantages avec les systèmes qui tournent, c'est qu'au bout d'un certain moment, on pourrait croire que ça se refroidit, non? Mais au bout d'un certain moment, ça se réchauffe plus tôt. Il y a une sorte d'énergie qui se crée et ça fait que le bac reste se réchauffer entièrement.
Et est-ce qu'on ne peut pas aussi chauffer le bac artificiellement aussi? Tu vois, convenons ensemble que si je chauffe 3 mètres cubes d'eau, ça me coûte, non? Non, c'est coûteux, c'est sûr coûteux. C'est-à-dire que si vous pouvez donc avoir une connaissance en temps réel des paramètres, vous aurez aimé alors plutôt que le recyclage de l'eau se fasse de façon automatique lorsqu'une des 4 valeurs là arrive à un seuil maximum par exemple. Donc, si par exemple le pH arrive à peut-être une valeur que vous avez fixée comme seuil, vous aimeriez que l'eau se recycle directement. Il y a plusieurs actions. L'action la moins coûteuse et la plus simple, c'est de renouveler de l'eau. Mais généralement, pour gérer, par exemple, il y a certaines substances que je peux introduire dans le bac pour abaisser le pH, si ce n'est que le pH mon problème. D'accord. Vous voyez. Si c'est au niveau des nitrates, il y a aussi certains éléments qu'on met souvent là-haut, mais ils sont coûteux. C'est ça que je demande donc. Vous avez cité 4 paramètres globaux en fait. De ce que vous dites, ça veut dire qu'il y en a que vous pouvez gérer avec des produits, mais les autres. Par exemple, le pH là peut se gérer. Les nitrates peuvent se gérer. Mais. Les préférables pour les nitrates, les nitrites de. Il le préfère. C'est la solution la moins coûteuse et la plus pratique. Parce que pour abaisser les taux de nitrate et nitrites, ça implique d'acheter aussi certaines autres substances chimiques qui vont venir et ça implique un coût. Pour un producteur, il est toujours en train de regarder son coût de production. Si je dépasse un certain seuil, le médium ne va pas pouvoir acheter. Et vous aimeriez aussi avoir, comme je l'ai dit, une vision globale de votre gestion sur l'interface. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'ai une vision globale, par exemple, il y a un autre paramètre dont je vous ai parlé. La question m'amène à donc vous revenir là-dessus pour parler de ça. La mise en charge. C'est-à-dire, combien de poissons je mets par mètre cube d'eau, par exemple. En moyenne, on met 300 par mètre cube. Donc, si vous prenez un conteneur de 1000 litres, vous pouvez mettre en moyenne 300 poissons. Si je suis sûr qu'en permanence, je n'aurai pas de problème lié à la détérioration de mon milieu de vie, que les taux d'oxygène, il y a un paramètre aussi que je vais vous dire. Si je ne le cite pas, c'est parce qu'en renouvelant l'eau en permanence, je ne fais pas face à ça. Voilà, ça peut être un mais lorsque. Oui, c'est un je vous ai dit. Il y en a plusieurs. Je vous ai dit qu'il y a environ 20. Mais je vous ai cité les 4 dont tous les gens qui font la pisciculture à l'heure actuelle, dans les conditions où nous faisons face à ceux-là. Vous voyez? Je vous ai cité juste 4 parmi une gamme de 20. L'oxygène dissous, par exemple, quand je veux mettre un nombre de poissons, si je mets par exemple 20 poissons dans 1 mètre cube d'eau, je ne vais pas être amené à renouveler l'eau de la même façon que si j'avais mis 300. Oui, vous comprenez, non? Oui. Si on est, vous voyez, on est dans la même salle, il fait un peu chaud. C'est dû à notre interaction, mais si j'étais seul ici, je ne vais pas ressentir la même température. C'est la même chose. Si donc je suis capable de faire, comme vous dites là, je peux aller maintenant, je peux mettre 700 à 800 poissons par mètre cube d'eau. Et contrôler complètement. Oui, je ne vais pas avoir de problème. Parce que je sais que mon mode de maintenant, c'est le cycle, c'est bien filtré, ça entre, ça ne sort chez aucun problème. Je peux mettre jusqu'à 1000 mètres. Je gère juste l'aliment. Et vous avez parlé du calibrage. Comment est-ce que ça fait le calibrage? Le calibrage, c'est juste une opération qui consiste à trier et aussi très stressant. Dans les grandes fermes en Europe, là, ils ont aussi installé des systèmes informatiques. Quand ils vident, à un certain moment, ils font passer les poissons pour passer d'un bac à un autre. Ça passe par des systèmes et ça sélectionne automatiquement. Vous voyez? Donc les poissons, en passant là-bas, en fonction de leur poids, ça se trie déjà. En quelques secondes, ça le fait. Je vais vous parler aussi d'un autre effet du stress lié à la manipulation ou aux mauvaises manipulations. Quand un poisson est stressé, il va mettre en moyenne 1 mois pour revenir à l'état normal. Oh. 1 mois, ça veut dire que sa croissance ne sera pas normale. C'est bête. Voilà, vous voyez. Donc, si vous êtes déjà capable d'agir, ne serait-ce qu'à ce niveau, pour réduire ces manipulations-là, vous voyez que c'est un gain en temps, c'est un gain en argent, c'est un gain en performance de production. C'est pas si facile que ça. Quand l'homme a du mal à le faire manuellement. Non, on le fait manuellement sans problème. Calibrer, c'est simplement faire quoi? Trier les plus petits, envoyer là-bas, trier les plus gros, envoyer de l'autre côté. C'est simplement ça. Mais si ça perd du temps, ça stresse le poisson. Oui, je vois. Vous voyez ce que je dis? C'est juste le temps de la manipulation qui est un problème. Vous voyez? Oui. Bon, monsieur, ma question que j'aimerais poser, c'est que vous avez plus parlé des rivages hors solution. Si par exemple nous venons de près du Nil, peut-être d'une rivière du Sud, creuser des étangs là-bas, vous
avez dit que chaque goutte d'eau qui entre doit ressortir. Comment est-ce que cela doit se faire? Et le calibrage, comment ça se fait? Quand on creuse un étang professionnel, parce que la plupart de nos étangs ne sont pas creusés par des professionnels, on se dit juste que c'est un trou où on met le poisson avec une chose. Voilà. On crée. Vous voyez comment on fait même avec les douches, les lavabos modernes là. Quand tu verses au bout d'un moment, tout sort par le tuyau d'évacuation. On donne aussi une pente au fond de l'étang en fonction. Ça se fait simplement. On met maintenant des tuyaux qui captent que ça fait sortir. Monsieur, maintenant l'aménagement et le calibrage, comment ça se fait? L'aménagement de l'étang, si vous voulez le faire, vous voulez le savoir, appelez un professionnel, il va vous dire. Appelez un professionnel, il va vous dire dans ça. Pardon? Oui, parce que ça va, ce sont des trucs que je dois, je ne peux pas vous expliquer ça de façon théorique, que ce soit bien clair. Il faudrait que je sois sur le terrain avec vous, je vous dis, voici exactement ce que je vais vous dire, donne un talus de 45%, talus interne. Il faudrait que je prenne, il faudrait que j'ai des images pour faire comprendre ce que j'appelle talus interne. Déjà, le talus ne connaît pas votre talus. Voilà. Tu vois, pourquoi je ne veux pas vous embrouiller? L'objectif, c'est de vous faire comprendre de façon générale. Effectivement. Et si j'ai parlé plus de la pisciculture en sol, c'est parce que la pisciculture en sol est celle qui est là, qui contient plus de profondeur. C'est celle qui a plus de profondeur. Le problème de cannibalisme se gère facilement si tu as mis les gros poissons entre les petits poissons. Ça se gère facilement. C'est juste que le truc. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux ça, c'est génétique. Bon, monsieur, concernant les étangs-là, j'en peux être naturel. Donc, nous avons fait. C'est un peu la production là. Au départ, ici à pratiquement 5 ans. Au départ, il y avait une normale supplément. Alors là, au bout de il y avait les poissons de le rouge. C'est-à-dire que les poissons dans les. Je vais vous poser maintenant, Gérard, je vais te poser une question. Est-ce que ton état a subi? C'est toi qui les as mis à l'intérieur? Ou c'est toi qui les as mis? Si c'est toi qui les as mis, tu captes l'eau du milieu naturel. Est-ce qu'au moment où tu en fais entrer l'eau dans ton état, tu t'assures qu'il n'y a pas d'autres poissons qui là? C'est moi qui ai creusé l'étang, c'est moi qui fais les poissons. Tu m'as dit que tu as mis le cible au départ. Maintenant, tu trouves plusieurs autres espèces, non? Ces autres espèces, ce n'est pas toi qui as mis, non? Voilà. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tu captes l'eau dans le milieu naturel. Si tu as vu un poisson dans ton état, fouille-le dans le trou d'eau, tu le trouves, ou tu vois, tu prends ton eau, tu vas aussi voir les mêmes espèces là-dedans. Au moment où tu fais entrer ton eau, tu n'as pas mis une grille de protection. Le poisson suit l'eau là où l'eau part. Il arrive aussi, quand on ça met dans ton état, il vient. Ou alors, s'il y a inondation, l'eau va venir en mettre l'autre poisson et le deuxième poisson. Ça veut dire que c'est l'alimentation là. Les autres poissons là viennent de faire que tu ouvres ton eau. Ça veut dire que tu n'as pas protégé l'entrée avec des grilles. C'est pas mauvais, non? Tout dépend de ce que tu veux. Quel est ton objectif de production? Si tu produis pour avoir c'est la même chose, c'est le problème avec les éleveurs de tilapia par exemple. Quand tu ne prends pas la peine de faire ce que nous appelons en pisciculture l'élevage des monosexes de tilapia, c'est-à-dire d'un seul sexe de tilapia, en l'occurrence les mâles. Les tilapias femelles ne grandissent pas comme les tilapias. Elles grandissent légèrement moins. Généralement, pour un élevage optimal, pour la production des poissons de table. C'est pourquoi il dit tout dépend de l'objectif de ton élevage. Si ton objectif d'élevage, c'est d'élever plusieurs, d'avoir plusieurs milliers de poissons, peu importe la taille, c'est bon. Mais si ton objectif d'élevage, c'est d'avoir des très gros poissons, alors tu n'as pas intérêt à avoir ce genre de choses. Oui, je voudrais savoir si on fait un élevage dans des cuves au sol, l'eau viendra d'où? Est-ce que l'eau des fourrages peut aller? Oui, l'eau des fourrages peut aller. Si tu avais un système que pendant la période de pluie, tu peux capter l'eau de pluie stockée, ça peut aussi aller. En troisième recours, il y a aussi l'eau de la camoite, à condition d'éliminer le chlore de ça. Et aussi, si on fait un élevage, est-ce qu'il y a une quantité minimum d'eau à mettre? La quantité minimale doit mettre en fonction du volume de ton bassin. Tu comprends? Ta question, en fait, si je dois reformuler ta question, c'est que lorsqu'on fait un élevage de pisciculture, comment est-ce que je vais par exemple dimensionner la taille de mon réservoir? N'est-ce pas?
pour pouvoir stocker et éviter d'avoir certains problèmes. Normalement, on nous demande d'avoir un réservoir qui peut au moins avoir 2 fois la capacité de nos bacs en fonctionnement. Je dis en fonctionnement, ça veut dire les bacs dans lesquels tu es déjà en train de lever le poisson. Le réservoir, en quelque sorte, c'est la réserve d'eau. Effectivement. Et aussi, si par exemple, dû à la sécheresse, il y a le phénomène d'évaporation d'eau, comment est-ce que ça se gère? Généralement, si tu renouvelles ton eau tous les 24 heures, tu ne vas pas subir ces problèmes d'évaporation. Mais si on doit maintenant évacuer une fois toutes les semaines, c'est qu'il peut y avoir une diminution. Oui, généralement, c'est ça, maximum. Dans les zones, au moment où ça arrive vraiment chaud, il fait vraiment chaud, ça va évacuer 5% de l'eau. Et si ça évapore 5% du bassin, est-ce qu'il faut forcément recompter? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais tu dois évaluer. Ça veut dire qu'en 3 jours, par exemple, tu peux te retrouver à 15%. Ok, c'est 5% par jour. Oui, 5% par jour. Ok. Peut-être tous les 3 jours, tu vas devoir faire des choses compliquées. Oui. Bon, j'aimerais savoir s'il y a une température à laquelle les poissons doivent être. Je vous ai donné l'exemple. Il y a la gamme optimale, 24 à 28 degrés. Il y a les gammes extrêmes, au-delà de 32 degrés, c'est pas bon. En bas de 20 degrés, c'est pas bon. Vous avez dit combien? La gamme optimale? La gamme optimale, c'est 24 degrés. La plupart des poissons d'eau douce. Oui. Monsieur, l'éclairage importe dans l'élevage. En sol, sans compte, il faudra encore regarder l'espèce. Le silure n'a pas besoin de la lumière forcément. Franchement, il n'a pas besoin de lumière. Mais le tilapia, par exemple, qui est, je vous ai dit que c'est un poisson, tu le nourris la nuit, il ne marche pas. La nuit, ça serait fait pour lui se reposer. Donc si j'éclaire, lui va manger. Si tu éclaires, même la nuit, il ne va pas manger. Quelques-uns vont venir faire comme ça. Ce sont des poissons, c'est l'horloge biologique. Voilà. Vous voyez? Il y a des poissons qui sont capables de s'alimenter, même le silure, si tu le nourris en journée. Si tu as un bac d'élevage, pour celui qui disait qu'il a le poisson là, si tu as les silures dedans, va désormais vers 18 h. Tu te mets juste au-dessus de la digue et de ton dedans. Tu regardes comment il se comporte. Regarde le matin, toute la journée, tu regardes. Tu vas voir que le comportement la nuit n'a rien à voir avec le comportement en journée. En journée, tu peux même passer, on te dit qu'il y a un poisson là-dedans. Ils sont même plus de 5 000. Tu ne peux pas croire. Mais dès que 18 h arrive, tu viens, même si tu ne veux pas nourrir, tu te mets juste là, tu vas voir comment le cul bouge à l'intérieur. C'est comme ça. Et aussi, est-ce que vous avez souvent eu des problèmes de poissons qui s'évadent et tout ça? Sa question est pertinente. On ne remplit pas. Si vous prenez, généralement, on laisse toujours une hauteur minimale de 20 cm entre le dessus de votre bac et le niveau d'eau. Donc, si j'ai un bac qui a une hauteur de 20 mètres, de 1 mètre, je vais remplir au maximum à 80 cm. Sinon, ce qu'il dit est vrai. Vous allez souvent les retrouver au sol. Ils vont sauter. Ça dépend aussi de la qualité du poisson. Silure, tilapia, carpe, tanga, tous ces poissons vont sauter. Je dis ceci, si tu veux éviter, généralement, il faut généralement 30 cm, mais tu peux aller jusqu'à 20. Et quand tu nourris normalement, et il y a aussi un second paramètre, si l'eau n'est pas bonne, si ton eau n'est pas bonne, tu peux avoir des poissons qui tout le temps essayent de sauter pour son aspect. Ça c'est aussi l'un des signes qui nous permet de savoir si l'eau du poisson est bonne ou pas. Elle peut être claire, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut toujours tester. Même quand tu viens creuser ton fourrage, on teste toujours pour savoir s'il faut corriger avant d'envoyer. Si ça vous dit dans nos paramètres, si tu mets un poisson dans un pH acide, par exemple, c'est-à-dire de 0 à 40 ou à 5 là, généralement tu vas le voir commencer, c'est bon, ça c'est à la neutralité, mais entre 6,5 et 8,5, ça c'est la zone qu'on appelle la zone de neutralité. Si tu les mets dans les cages, par exemple, tu vas les voir, tu vas voir que peu importe, même si nous tu viens renouveler le poisson en permanence, ils sont en permanence en train de chercher à sauter pour s'en aller. Oui, ils n'aiment pas ce milieu. Monsieur, vous élevez aussi les kangas, monsieur? Oui, en état, mais pas ici là où je suis. Même le mot là. Non, c'est la sardine. Et dès que c'est que vous appelez bonga là, ce sont les sardines. Pourquoi le blanc nous vend ça? Ou alors, soit ce sont les sardines, soit ce sont les tilapias qui n'ont pas grandi, qu'on a pêché, ils étaient petits, on a fumé. Ce que vous appelez le poisson, par contre, c'est le tilapia fumé. Non, le kanga, on ne fait pas encore la reproduction artificielle du kanga, mais on fait semi-artificiel du kanga en état. On aménage les états à une certaine période où ils se reproduisent.
Question. Oui. Parlons du renouvellement de l'eau. Vous avez dit, et puis la question qu'elle pose, c'est quoi? Comment vous faites pour équilibrer la température de l'eau sortant du bac et la température de l'eau qui entre? Pour régler ce problème, il y a une option. Tu peux faire de telle sorte que dans ton milieu où tu stockes ta réserve, par exemple, que l'eau là soit à la même température, ce soit à la même température ambiante que le bac de ton élevage. Ce qui fait qu'en ce moment, puisqu'il y a toujours échange thermique, retenez toujours que l'eau échange sa température avec le milieu ambiant. Si l'eau chauffe et que le milieu est froid, l'eau cède la température et se refroidit. Si l'eau est froide et le milieu chauffe, l'eau va capter la température du milieu. Donc, si ta réserve d'eau est logiquement dans les mêmes conditions de température que les bacs d'élevage, il y aura la même température à quelques différences près entre ton bac d'élevage et tes bacs de réserve d'eau. La différence là, ça ne va pas avoir un impact sur le poisson. Ça sera généralement à demi-degré, ça ne va pas vous être un problème. Mais si, par exemple, l'état commence déjà à être grand, c'est-à-dire si ça commence à dépasser les 2-3 degrés, tu auras un problème de ce que nous appelons choc thermique. Mais encore, ça va légèrement stresser tes poissons en milieu d'élevage, mais en économie, c'est mortel. Et est-ce qu'on peut fermer le temps? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'air, c'est la même chose que vous expliquez avec la température, c'est la même chose qui se passe avec l'oxygène de l'air. L'oxygène, quand le temps est ouvert, quand le bassin de l'élevage, que ce soit l'étang, que ce soit le bassin au sol, quand il est ouvert à l'air, il y a en permanence les gaz, comme je vous ai dit, les nitrates, là, s'évaporent souvent les gaz, en plus un peu. L'oxygène entre, le CO2 sort. Donc si tu fermes, tu vois un peu là où tu t'en vas. Oui. Ok, monsieur, vous avez dit, si je comprends bien, on a besoin d'une réserve d'eau à la base. C'est ce qu'il te faut pour fuir des problèmes. Même si tu as un truc où en permanence, dès que ça ne va pas, tu envoies ta motopompe, ça envoie. Imaginons un seul moment que ta motopompe là, se gâte. Comme certains disent qu'ils ont même jusqu'à 2-3. Il y avait jusqu'à 2-3 motopompes et les 3 étaient gâtés au bon moment, il fallait régler. Sans réserve, tu fais comment? Monsieur, parce que en prenant directement. Ça, demander qu'avec le soir, en ce moment, tu vas davantage stresser tes poissons. Tu les laves, c'est la voiture. Et voir, en prenant l'eau directement de votre source, imaginez votre source là peut être un forage de votre source d'eau. Imaginons si nous n'avons pas de réserve d'eau et que nous tirons l'eau directement du forage pour le bac. Par exemple, plus il a fait son étang qui est creusé. La question que je veux savoir, c'est que est-ce que l'eau qui va entrer là, l'eau qui va entrer venant du forage et l'eau qui sort du bac, comment on va faire pour savoir si l'eau du forage est a la même température que l'eau qui sort? Parce que l'eau du forage vient, ça c'est où on n'a pas de réserve, je veux dire. L'eau du forage, on ne connaît pas la nature du milieu, parce que ça vient du sol, de nulle part là. On ne connaît pas quelle est la température du sol là. Donc il veut savoir comment faire. Il y a un capteur de température là-bas. Dans le cas où nous n'avons pas le capteur, parce qu'imagine lui il n'a pas de capteur par exemple chez nous. Tu t'exposes, je me simplement au phénomène du choc thermique. Simplement tu t'exposes à ça. Mais comme je l'ai dit, comme lui grossit le poisson, ça n'aura pas un très grand impact sur ce truc. Ça va légèrement impacter. On ne peut pas dire que ça n'aura pas un grand impact. Mais ça sera moins. Il ne va pas ramasser les mortalités forcément. Sauf si, si par exemple son eau à 24 degrés, il faut entrer une eau de, disons 13 à 14 degrés. Là, même ces poissons vont lui faire comprendre que ça ne va pas. S'il nourrit, même les poissons ne mangeront pas. Vous voyez, pas les signes visibles de ce stress. Mais dans ces conditions, il ne peut rien faire. S'il n'a pas encore de réserve, il ne peut rien faire. Donc l'idéal serait d'envoyer de l'eau dans une réserve. L'idéal serait d'envoyer de l'eau dans une réserve. Ça vous met à l'abri de beaucoup de choses. Au cas où, comme il a dit là, si ça ne fonctionne pas, on n'est jamais à l'abri d'une panne technique. Jamais. Si ça ne fonctionne pas et que ta réserve d'eau peut t'aider. Et quand tu as ta réserve d'eau, si comme justement il te l'a dit, c'est dans un milieu, tu es déjà soumis aux mêmes conditions de température, ça limite les problèmes liés au choc thermique aussi. Et c'est quelle est la durée de vie dans le bassin?
Ça varie en fonction de l'espèce. Il y a des cellules qui peuvent vivre plus de 18 ans. Vous voyez souvent sur le net, cherchez, vous allez voir, vous capturez des cellules qui un seul rempli une brouette. Pourquoi? Vous croyez qu'il a 5 ans? Non, celui rempli une boîte. Maintenant, si tu recherches sur le net, tu vas voir. Moi, j'ai une question. Le cycle de production en moyenne est dû combien? Si c'est le cycle en écloserie, c'est généralement pour la production des alvéoles, c'est généralement 3 mois. Ici à l'ouest, compte tenu de nos températures, ça varie entre 4 et 5 mois. Cycle de production d'un poisson, c'est-à-dire qu'il y a 540 kg en moyenne. C'est en moyenne. Mais en saison 7, tu peux te retrouver à 4 mois. En saison pluvieuse, tu peux aller même jusqu'à 6 mois. Comme je vous ai dit, c'est un problème de température. Bon, toujours par rapport à la production, la puberté, bon, la maturité sexuelle de l'animal. Non, regardez, ça c'est ça. La maturité sexuelle. Oui. La maturité sexuelle de l'animal, du poisson, c'est à quel âge? Plus pour les cellules comme Pour les cellules, les femelles, on demande de commencer entre 8 et 11 mois pour commencer à faire les premières reproductions avec eux. Après l'éclosion. Après l'éclosion. Pour le mâle, il faut. Je vous dis ce que la littérature dit, mais là je vais vous dire également ce que la pratique permet de voir. Pour le cellule, c'est entre 1 an et 1 an et demi qu'il faut au minimum attendre pour pouvoir l'utiliser, qui te donne de bons résultats. Mais ça sont des documents, je ne sais pas. Vous savez que les résultats des expériences sont en fonction des conditions de l'expérimentation. Moi, ce que j'ai fait ici, je me suis rendu compte que si tu veux avoir de bonnes performances en production avec une femelle, il faut minimum attendre 1 an et demi. Avec le poisson mâle, il faut attendre 2 ans. Là, tu es sûr qu'en fermant les yeux, tu sélectionnes le mâle, tu fais une production avec lui, de bons résultats. Comment faire la différence entre si il y avait le poisson ici, c'est au niveau des papilles. Mais le kanga, on ne le voit pas, on ne sait pas le kanga. Avec le tilapia, la carpe, le silure, ça se voit. C'est ce que tu me poses la question là, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Chez les humains, quand on regarde une fille, on sait que c'est une fille, non? Il y a certaines choses, certains aspects physiques qu'on connaît, non? Quand le poisson, comme le kanga par exemple, je te mets kanga mâle et femelle ici, tu peux pas. Mais ce n'est qu'en observant leur comportement en étant qu'on commence un peu, je dis bien un peu, ce n'est pas sûr, qu'on commence un peu à distinguer, voilà le kanga mâle, voilà le kanga femelle. La femelle fait les manières. Chez le silure, quand tu regardes, le silure a une nageoire dorsale sur le dos, il a une nageoire pectorale ici, il a une nageoire ventrale et il y a une nageoire anale. Il y a l'anus ici et il y a une nageoire qui continue jusqu'à la queue. Généralement, c'est au niveau de son anus qu'on regarde. En bas de l'anus, en bas de l'orifice anal, il y a une papille qu'on appelle la papille urogénitale. Chez les femelles, c'est arrondi. Chez les mâles, c'est un peu allongé. Ça forme une sorte de triangle ou une pyramide. C'est un peu allongé. Et pour répondre à une question que vous n'allez pas me poser sans doute, les poissons ne s'accouplent pas sexuellement. Ah, voilà. Ce qui se passe, c'est que quand il y a. Par exemple, ils font ce que nous appelons la parade nuptiale, au bout duquel c'est la femelle, bien évidemment, qui prend la peine de sélectionner le mâle qui lui convient. Ils commencent à nager en cercle. Quand ils arrivent, justement, je vous ai dit, si vous observez les zones inondables, à ce moment, vous allez voir les poissons nager. Ils ont des groupes qui se sont formés. Généralement, la femelle est devant, le mâle la suit. Alors, au moment de pondre, la fécondation est externe. En même temps que la femelle est en train de pondre les œufs, le mâle est en train d'asperger le spermatozoïde dessus. Je l'ai dit, il n'y a pas d'accouplement chez les poissons. On a parlé de cycle de positionnement et de cycle de production. Est-ce qu'il y a des contraintes spéciaux? Oui. Je ne vous parle même pas de l'économie parce que si on va entrer là-bas dedans, vous allez voir qu'à chaque étape, il y a une contrainte.
Je préfère au bout le moment, puisqu'on va demander de vous parler de la pisciculture en général, de limiter juste au grossissement, qui est où donc tout le monde peut décider de faire facilement. Bon, monsieur, maintenant, concernant l'aliment, il faut être précis. C'est pas l'aliment du porc. Par exemple, c'est tellement fatigué ça maintenant. C'est pourquoi je leur ai dit que l'aliment poisson n'a rien à voir avec l'aliment des autres animaux. Donc, s'il vous plaît, notre expert, nous allons éventuellement partager son contact avec dans les différents groupes WhatsApp de stage. Et puis, vous pouvez rentrer en contact avec lui si vous voulez bénéficier des formations plus poussées dans le domaine. Donc ici, l'objectif était justement, et je vois que ça vous intéresse, les gens se découvrent finalement des passions en pisciculture. Et c'est ça qu'on voulait même susciter en organisant cette compétition. C'est ça qu'on voulait susciter. C'est très bien, ça veut dire qu'on a visé juste. On a visé juste. Et donc, je vois qu'on est maintenant en train de rentrer maintenant dans les réformes de la pisciculture. et je dis que mais, essayons de continuer. On a le programme qui continue parce qu'on a dit qu'on va voir comment on va faire quelques expériences. Parce que notre expert est venu avec les poissons. On va mettre en situation, faire les petits, avec les capteurs que vous avez vu là, faire les petits systèmes pour tester les petits trucs qu'il nous expliquait. Vraiment, c'était tellement enrichissant. Il y a beaucoup de choses que moi-même j'ai appris. Hein? Vous-même, vous avez appris une dernière question. Une dernière question alors. Monsieur, sur un étang, alors là vous produisez dans un bac de production, vous pouvez faire le résultat peut être combien dans la différence entre le coût de revient et votre prix de vente? Bon, généralement, en moyenne ici à l'ouest, le coût de production du poisson d'élevage c'est aussi autour de 1500 à 1600 francs. Ça, c'est si tu n'achètes pas l'autre. Un poisson. Par kilo. Je vais parler du kilo. Je n'aime pas parler du poisson. Je vais parler du kilo du poisson. Coût de production du kilo de poisson. Le kilo d'homme à combien? On évolue entre 2000 et 2500 francs. Mais généralement, ici à l'ouest, c'est 2500 francs. 2000 francs, c'est une seule prix qui se pratique généralement. En condition d'acheter maintenant en gros. Je ne sais pas si notre expert va pratiquer un peu de jeu bilingue ou on va se charger de chercher un traducteur qui va nous faire un résumé en anglais. J'ai bien dit un résumé, attention. Pour encourager. Pour encourager, je ne sais pas. Parce qu'on a justement les compétiteurs anglo-saxons qui sont dans la salle et qui me font les signes que de mon petit résumé. Monsieur Brisson, comment vous nous faites notre petit résumé là? Ça sera un peu difficile pour moi de faire le résumé en anglais, puisque moi je me suis mis récemment à la langue anglaise. La présentation était très intéressante, les échanges montrent que ça vous a également beaucoup intéressé. Donc, nous remercions grandement. Actuellement, c'est la petite pause. Parce qu'après la petite pause, c'est là où on va passer à la partie pratique. S'il vous plaît, après la petite pause, on va passer à la partie pratique. Bon, comme on n'est pas sûr que notre espèce sera disponible dimanche, parce que vous avez suivi, il travaille chaque jour, on n'est pas sûr, mais on va faire une photo de famille avec lui pour la clôture dimanche. Comme on n'est pas sûr, mais on va d'abord faire une première photo de famille avec notre expert. En bas, on va descendre, ça nous permet de souffler, parce que c'est la pause, comme je vous disais. On va souffler, ça fait qu'on descend tous ensemble, on profite, on fait une photo de famille ensemble. Et ensuite, vous avez une heure de pause, vous allez souffler. Et puis, vous allez venir maintenant pour la deuxième partie, on pratique. On fait une petite pratique là. Demain, maintenant, la compétition elle-même commence demain. Parce que l'objectif, c'était de vous susciter les réflexions. Comme vous avez vu c'est quoi l'IoT, vous avez vu comment on utilise les équipements, vous avez appris en pisciculture, maintenant, vous avez la soirée pour mélanger tout ça dans votre tête et nous proposer des idées de projets que vous allez réaliser. Demain, vous allez essayer de réaliser avec les équipements qui sont disponibles. Vous allez essayer de réaliser votre prototype demain et dimanche matin et l'après-midi, on fait
dépouillement, résultat. Donc voilà un peu comment ça va se passer globalement. Donc on a notre petite pause d'une heure, s'il vous plaît. Souffrez qu'on s'élève, ça nous fait respirer, fait même déjà un peu chaud, on descend en bas, on se fait une grande photo de famille et on se détend quelques minutes avant de continuer. Monsieur, après il y aura un brisage, non? On va briser tous les poissons là. Le poisson brisé. Merci, j'espère, d'être venu. Laisse ta machine qui est captée. Ta machine, Je ne sais pas comment elle va réussir ça. C'est mon téléphone, mon jour d'aller à la